Bonsoir, nous sommes le mercredi 4 août, il est 19h, bienvenue sur La Première, le journal d'information. Voici donc les titres de la soirée. Un chiffre jamais atteint depuis l'an passé, 1500 cas actifs de Covid-19 sur le territoire. La situation est tendue, notamment à l'hôpital. Nous vous expliquerons la mobilisation et l'organisation du Taonais. Par ailleurs, sur le plan de la pédagogie, Miss Tahiti avait convié la presse à sa première piqûre de vaccin. La vaccination, mais pas seulement lutter contre le développement de la Covid, appelle parfois à placer des malades à l'isolement, surtout quand les conditions de logement ne permettent pas de limiter les cas contacts avec la famille. À Mooréa, un lieu dédié fonctionne depuis aujourd'hui. En cas de nécessité, les touristes pourraient être également accueillis. Visite des lieux dans ce journal. Bien sûr, avec le variant Delta qui galope, la rentrée scolaire s'annonce sous la menace. Comment protéger les enfants et en même temps enseigner et éduquer les élèves? Un double défi qui concerne toute la communauté scolaire. Eh bien, nous en parlons de cette rentrée ce soir avec notre invitée, Diana Yenko, la secrétaire générale d'UNSA Fénois. L'enseignante aura des choses à nous dire. Elle s'est entretenue il y a quelques instants avec la ministre Christelle Lehartel. A tout de suite, merci. Il n'y a pas d'âge pour être vacciné. Hier, la doyenne de Papeete a reçu sa première injection. Elle a 106 ans. À l'image des autres résidents de sa maison de retraite, la logique est à la protection. On sait que les personnes âgées sont très touchées par la virulence du virus. Avec sa route de la soie, la Chine conduit-elle une politique expansionniste? Une question que pour beaucoup a valeur de réponse. L'axe Indo-Pacifique, là où les grandes puissances se font face, est devenu central dans le monde contemporain. C'est le dossier de ce journal. Nous verrons comment et pourquoi la Chine se déploie dans le Pacifique. Les chiffres de la contamination au variant Delta continuent d'exploser. Plus de 1500 cas actifs en Polynésie, du jamais vu. Comment gère-t-on la situation à l'hôpital? Chaque jour, les urgences accueillent des patients par vague, à 90% non vaccinés, vous le savez. Ce matin, pour l'exemple, Miss Tahiti a choisi de se faire vacciner devant la presse pour encourager les sceptiques. Reportage au Taonais, Natacha Silagi avec Jérôme Lee. Beaucoup de Covid et un peu de glamour à l'hôpital. Miss Tahiti s'engage pour la vaccination et le montre quand 9 malades sur 10 ne sont pas vaccinés. La vaccination, c'est un premier pas. Et je tenais également à soutenir toutes les personnes qui sont sur le front, le centre hospitalier et tous ces infirmiers et ces médecins qui se battent tous les jours. Pourquoi vous avez décidé de vous faire vacciner? C'était une décision pas vraiment... C'était, je me suis fait vacciner plus pour la protection de ma famille. 350 personnes défilent ici chaque jour. Une vaccination en hausse donc, 300% de plus depuis les mauvais chiffres du variant. L'urgence de la situation motive. Il y a une prise de conscience qu'on peut peut-être attribuer à deux choses. Au passage du président de la République, d'une part, et deuxièmement, au fait que les gens se rendent compte de la gravité de la maladie. Car derrière le symbole, de l'autre côté des lieux admis au public, les urgences qui accueillent des patients à la chaîne, installés dans une zone d'attente improvisée avant d'être testés, face aux arrivées incessantes de patients en souffrance, des malades tous terrassés par le variant, pris en charge par les soignants. C'est pas que l'affaire des soignants, c'est l'affaire de la population. Il faut qu'elle soit derrière nous, avec nous, pour nous aider à encaisser cette vague, clairement, parce qu'on est loin. Ça fait des mois que vous êtes mobilisés, il y a une petite accalmie, ça repart, vous allez tenir le coup? Les chiffres sont quand même sur la vitesse de progression un petit peu alarmants. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai qu'on a un petit décalage par rapport notamment aux Antilles, en Guyane et en métropole. Et ça présage rien de bon quand même. Ça présage quand même rien de bon. Le personnel soignant qui s'inquiète de la fermeture de 4 salles de bloc opératoire, conséquence de l'activité Covid sur les moyens humains. Un constat, les patients du variant Delta sont plus jeunes. Un bébé de 6 mois vient d'être admis aux urgences. Nous sommes déjà avoir anticipé la sanctuarisation de 101 lits au sein de l'hôpital pour assurer des prises en charge avec des niveaux d'admission qui, tous les 3-4 jours, doublent. Ce qui veut dire que la vague que nous sommes en train de vivre est une vague extrêmement préoccupante pour l'établissement. Car l'explosion du nombre de cas entraîne aussi un ralentissement de la prise en charge d'autres maladies graves. Une confirmation, évidemment, aujourd'hui avec les chiffres donnés par la direction de la santé, vous le voyez à l'écran, 457 personnes contaminées aujourd'hui par la Covid, 75 hospitalisées, dont 12 situées au service des urgences. Le détail, vous le voyez sur le tableau, à retrouver également sur notre site internet. À Mooréa également, 92 personnes ont vu leur test positif, 4 d'entre elles sont actuellement hospitalisées, les autres sont confinées chez elles. Justement, nous allons aller du côté de Mooréa, où pour éviter la propagation du virus, une priorité
est donné, vous le savez, à l'isolement. Un nouveau lieu dédié est ouvert depuis aujourd'hui. Il accueille les personnes qui ont été touchées par la Covid-19, des habitants dont le logement ne permet pas d'éviter le contact avec leur famille ou bien éventuellement des touristes. On sait que 2 d'entre eux ont été positifs sur place à Moorea. Reportage avec Nicolas Suire et Marcel Bonneau. L'école maternelle de Teavaro reçoit désormais les malades du Covid de Moorea. Elle est désaffectée depuis 1 an, depuis que les enfants vont dans la nouvelle école juste en face. Ce matin, pas encore de malades présents, les derniers préparatifs et autres nettoyages n'étant pas totalement achevés. Les premières personnes vont arriver tout à l'heure, les premiers résidents, et c'est très important, puisque si on veut essayer de limiter la transmission, il faut absolument que l'on puisse proposer à des gens de ne pas rester chez eux, pour ne pas contaminer le reste de la famille. L'ancien centre, c'est ce lieu de rassemblement protestant. Les autorités ont versé un loyer durant 1 an, mais les paiements étant tardifs, les dirigeants de l'église ont préféré utiliser autrement leurs locaux. On avait eu le frère Amir à Fitia et nous avons dû le rendre à la paroisse parce que le temple est aussi en réparation. Donc la paroisse va intégrer le frère Amir à Fitia. À Moorea également, le nombre de cas explose. 4 patients occupent des lits à l'hôpital de proximité. 88 autres personnes ont été testées positives et sont confinées dans leur famille. D'où de sérieux risques de contamination. Alors, le docteur Biarrez veut sensibiliser la population sur la bonne hygiène de vie. Donc actuellement, dans ce que l'on voit, c'est une dégradation de la santé de la population qui est certes due au Covid, mais surtout aussi à des effets indirects. Les problèmes sociaux, les pertes d'emploi, les difficultés d'aller voir le médecin. Et donc, beaucoup de personnes ont aussi arrêté de faire du sport, de l'activité physique. Tous ces facteurs contribuent à une dégradation de la santé. Car une bonne santé engendre un système immunitaire efficace. Et les nouveaux locaux dédiés aux malades du Covid ne comptabilisent que 16 lits, avec une possibilité de porter ce chiffre à 30 au maximum en cas de nécessité. Justice, maintenant une bataille sur les compétences à propos de la quarantaine. On vous résume ceci en 3 actes. Acte 1, référé devant le tribunal administratif. Un arrêté du pays est suspendu par les juges. La 50aine de plaignants défendus par Maître Millet, Savour, ça c'était ce matin. Acte 2, ce soir, communiqué du Haut-Commissariat. Je cite, le placement en quarantaine des voyageurs non vaccinés est maintenu sur le fondement de la réglementation nationale. Donc de fait, les quarantaines en cours se poursuivent, nous dit le Haut-Commissariat. Acte 3, peut-être un nouvel épisode devant la justice administrative. Nous les verrons dans les jours qui nous attendent. On va parler de la rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine, vous le savez. La ministre de l'Éducation a envoyé sa traditionnelle lettre, 12 pages, des objectifs de réussite. Quant à la Covid, elle donnera sûrement lieu à des directives en fonction de la situation. L'on sait que le président Fritsch souhaite des vaccinodromes dans le secondaire. Ce soir, nous avons une invitée, c'est Diana Yenko de l'UNSA. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Je disais dans les titres que vous vous êtes entretenu il y a quelques minutes avec madame Le Hartel, le ministre. Qu'est-ce que vous vous êtes dit par visioconférence ? En fait, Madame la ministre a axé son intervention sur le vade-mecum qui va être appliqué dans les écoles dès la rentrée. Quand je dis école, établissement scolaire. La Covid, est-ce que c'est un enjeu du débat de la rentrée scolaire avec votre ministère de tutelle ? C'était essentiellement sur la propagation du variant Delta. Comment nous, les personnels, on devait s'engager à lutter contre l'absentéisme des élèves et inciter le maximum d'élèves et de personnel à se faire vacciner. Est-ce qu'il y a une angoisse parmi le personnel et parmi les parents d'élèves ? Je pense que tout un chacun, on est très angoissé par les chiffres alarmants. Rien que ce soir, je vois qu'il y a un bébé qui est de 6 mois qui est hospitalisé. Je pense qu'on est très inquiet. On veut rester serein. On veut vraiment travailler en partenariat avec nos autorités pour endiguer cette maladie. Quelles mesures peut-on mettre en place ? Le président Fritsch parlait éventuellement de créer des vaccinodromes dans les établissements du secondaire. En fait, Madame la ministre nous a annoncé ce soir que c'est en pourparlers, ils sont en train de réfléchir. Donc, dans les semaines à venir, on en saura plus. Est-ce que le ministre de l'Éducation en France, qui n'a pas tutelle ici, il parlait lors d'un discours le 28 juillet au Havre, éventuellement, si
s'il y a des cas, on ferme les classes dans les écoles primaires et on va au cas par cas dans les collèges en faisant une distinction entre élèves vaccinés et non vaccinés. Alors, quel est ici le référentiel par le ministère? Alors, ici, on ne distingue pas les élèves vaccinés ou non vaccinés. Par contre, on va déterminer les élèves qui ont des symptômes. On les isole tout de suite. On prévient les parents qui doivent venir les chercher et faire tester. Et on attend le bureau de veille sanitaire qui nous donnera les directives de fermeture ou non de la classe ou de l'établissement. D'accord, donc ça va être du cas par cas en fonction de ce que vont dire les médecins. Exactement. Par rapport justement à la Covid, vous parliez de la réussite, en tous les cas c'est un petit peu le chemin tracé par le ministère. Est-ce que vous avez peur que ce soit un élément supplémentaire dans la logique de décrochage scolaire qu'on connaît malheureusement trop sur le territoire? Écoutez, cas exceptionnel, mesures exceptionnelles, c'est vrai que l'angoisse et les programmes, mais je pense que la santé n'a pas de prix. On verra au cas par cas, mais en tous les cas, on mettra, nous, les personnels, les moyens qu'il faut pour se préserver. C'est la deuxième année quasiment où la Covid est avec nous pour la rentrée scolaire. Est-ce qu'il y a eu un effet négatif sur le niveau des élèves ou est-ce que vos collègues enseignants vous disent non, pour l'instant, on arrive à maintenir le niveau et à tracer le sillon? Non, c'est quand même difficile. Il y a des écarts qui se sont creusés. On a essayé pendant une année de combler. C'est pas évident. Mais on va continuer, on ne perd pas espoir. Également dans la lettre, pour aller un peu plus loin que la Covid, on parle beaucoup aujourd'hui de la langue polynésienne, du tahitien, de la culture polynésienne. Ce sont des éléments importants, à votre avis, pour permettre que notre jeunesse renoue parfois avec l'école? Oui, je pense que c'est une piste qui est intéressante. Nous y adhérons complètement. Malheureusement, les langues tahitiennes ne sont pas poursuivies suffisamment dans le second degré. Dans le premier degré, ça y est, on a fait le maximum. Avant-dernière question, on parle également de l'obligation des 3 ans de l'école pour la rentrée 2022. En tant qu'enseignante, vous pensez que c'est une bonne mesure décidée par le pays? Au niveau pédagogique, oui, je pense que plus les enfants viennent tôt à l'école, ce sont des éponges, donc ils absorbent bien. Et je pense que on est plutôt favorable, mais avec quand même quelques restrictions. C'est-à-dire que l'enseignant de maternelle de 3 ans doit être accompagné d'un personnel supplémentaire. Dernière question rapidement. Est-ce qu'avant la rentrée, vous revoyez Madame la Ministre pour parler de la Covid? C'est prévu ou pas? Elle a annoncé qu'elle avait une réunion samedi matin avec le président Fritsch et monsieur le commissaire et qu'il fallait qu'on s'attende à avoir peut-être de nouvelles avant la rentrée. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale, pour ces informations. Je peux souhaiter une bonne rentrée aux collègues qui nous regardent ce soir. Merci. C'est fait. Merci beaucoup. On va continuer de parler de la Covid. Marthe est toujours élégante, un esprit vif. C'est la doyenne de Tahiti. Elle a fêté ses 106 ans, c'était au mois de novembre dernier. Elle vit en maison de retraite et hier, elle a reçu la première injection de vaccin contre la Covid, à l'image des autres résidents. Pour ce moment, Karine Liénard avec Marcel Bonneau. Je pique, hein. Une première dose tout en musique pour Marthe Suard, popo de son surnom. À 106 ans, elle est la dernière des 10 pensionnaires de la maison de retraite à se faire vacciner. Toute la population des résidents ici aux Orchidées a entre 70 et 106 ans. Elle a plusieurs comorbidités, elles ont toutes été vaccinées et il n'y a eu aucune complication à ce jour sur les 2 maisons de retraite. Les autres résidents sont vaccinés depuis janvier et la famille de Marthe s'est finalement décidée pour la première injection. Au début, elle était très réticente au mois de janvier, mais vu l'amplitude que prend le variant Delta actuellement sur le territoire comme dans le monde, là, elle a vraiment envie de protéger sa maman. Un siècle de vie, après 2 guerres mondiales, le début de la télévision ou encore le droit de vote des femmes et aujourd'hui une pandémie, Marthe Suard est la preuve que c'est toujours la vie qui gagne. Et longue vie à Marthe. Sur le front sanitaire, des nouvelles du Conseil des ministres. Les pharmaciens, encore plus impliqués dans la lutte contre les pandémies et la pandémie, ils peuvent désormais vacciner et en outre, ils sont autorisés également à vendre des autotests afin de participer à la cassure des chaînes de contamination, comme on dit. Par ailleurs, le dispositif de guide sanitaire, qui a déjà une année d'âge, est reconduit. Ils sont actuellement 550 sur tout le territoire. Et on ne le dira jamais assez, n'oubliez pas
Les gestes protecteurs, les gestes barrières comme le port du masque, la distanciation sociale. Il faut se laver également régulièrement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique. Le tableau derrière moi vous rappelle les bonnes pratiques et vous pouvez retrouver tout ceci sur notre site internet de Polynésie, la première. On va parler économie. À la demande du pays, des spécialistes du développement local sont en tournée aux Marquises afin de présenter à la population le projet de l'aéroport international de Nuku'iva. Le but, étudier les retombées économiques pour tout l'archipel et mesurer également l'acceptation des citoyens à cette idée farouchement défendue, et vous le savez, par les élus des Marquises. L'objectif serait d'accueillir des vols internationaux venant notamment du côté d'Hawaï. François Couder, le consultant, répond à notre correspondant WAPO, Lionel Kaomana. Le projet de construction d'un aéroport international, ou d'extension de l'aéroport actuel de Nuku'iva au niveau d'un standard international, et d'étudier les conséquences économiques, les enjeux, les retombées économiques de ce projet pour l'ensemble des Marquises et en particulier l'île de WAPO. Les gens ont les idées assez claires sur ce qu'ils veulent, le type de tourisme qu'ils veulent, le type de développement et donc sur la manière de se projeter dans l'avenir. C'est assez encourageant. Un classement UNESCO qui devrait également doper tout ceci. On se le rappelle, Emmanuel Macron avait été tranchant sur la logique expansionniste de la Chine. La route de la soie pouvait devenir pour certains un cheval de Troie. L'ambition territoriale, le Pacifique est devenu un terrain de stratégie géopolitique. Il suffit de voir les tensions, notamment avec l'Australie ou encore les États-Unis. Commerce, positionnement militaire, ressources naturelles. Les enjeux sont donc très importants. Justement, qu'en est-il de la place de la Chine dans le Pacifique? C'est le dossier de la soirée. Il est signé par Lucille Guichet-Tirao avec Patita Savea. C'est une démonstration de force au-dessus de l'Océanie. Le déploiement de l'armée française en juin dernier, en coopération avec l'armée américaine à Hawaï, au milieu du Pacifique, transformé en échiquier mondial, où il faut se positionner rapidement. Pour faire bloc, l'axe Indo-Pacifique se constitue. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, le Japon et les territoires français face à la Chine, deuxième puissance économique mondiale, qui ne cache pas ses ambitions. Depuis un certain nombre d'années, notamment depuis les années 2012-2013, l'Océanie redevient une région convoitée, d'abord par la Chine, avec les nouvelles routes de la soie, et puis par les pays occidentaux, l'Europe qui tente de s'y installer, et la France qui tente de maintenir sa présence. Donc il y a des grands changements. Pour asseoir sa présence dans le Pacifique, la Chine pratique ce que l'on appelle la diplomatie du chéquier, un soutien financier sur des territoires pauvres et isolés, en échange d'une relation diplomatique. Entre 2006 et 2017, le montant total de ces aides dépassait 179 milliards de francs pacifiques. En Polynésie, le consulat de Chine s'installe en 2007. Le groupe chinois Hainan achète 2 hôtels. Papé et TFA sont jumelés avec des villes chinoises. L'Institut Confucius au sein de l'université et l'envoi de 2 millions de masques continuent de maintenir les liens. C'est ce que l'on appelle le soft power. Face à cette puissance maritime qu'est la Chine, mais qui est aussi la France, la Polynésie française ne peut pas se permettre, je pense, de ne pas travailler, de ne pas coopérer avec la République populaire de Chine, mais elle doit bien en définir les modalités. Et comme nous sommes une collectivité française, cela va effectivement s'effectuer avec le gouvernement français. Les enjeux sont commerciaux, militaires, miniers, halieutiques et stratégiques. Tiraillée entre les intérêts de la Chine et de la France, la population polynésienne ne doit pas être oubliée pour autant. On va vers des choix extrêmement importants qui vont conditionner les 50 ou 100 prochaines années. Et donc, est-ce que les Polynésiens seront appelés à donner leur avis sur les grandes orientations qu'il faudra prendre? C'est le grand enjeu. Plus grande consommatrice mondiale de ressources halieutiques, la Chine verra-t-elle réellement un jour s'implanter la société Tianhui à Ho, l'atoll à la plus longue piste d'atterrissage du Pacifique Sud, héritage de l'armée française? Précision, contacter le consulat de Chine ici à Papeete n'a pas souhaité s'exprimer.
À Rikitea, une ancienne tradition demeure, faire la tournée des maisons et danser devant chacune d'entre elles et apporter fruits et poissons. Le but jadis, récolter de l'argent et participer à des logiques de solidarité communautaire. Même si les finalités ont changé, les amoureux de la culture locale font encore vivre cette coutume. Un vrai travail, des répétitions au mois de juin et après un marathon, ça durait une journée. Il faut passer devant le maximum de maisons et cela avant la tombée de la nuit. Les images sont signées par notre correspondant Farhad Schwartz sur place. On vous rappelle l'information principale de la soirée et malheureusement, évidemment, encore une relation avec la Covid. 1500 cas actifs sur le territoire, du jamais vu depuis le début de la pandémie l'an dernier, en 2020. Hier, 457 personnes ont été détectées positives au virus. Les chiffres s'affolent donc. Au Conseil des ministres également des précisions. Les guides sanitaires sont reconduits et les pharmaciens désormais pourront participer à la vaccination. De même qu'ils sont autorisés à vendre des autotests. Tout ceci pour essayer de casser les chaînes de contamination. Un regard sur les écrans de la première pour la soirée avec 2 feuilletons de la série, La faute à Rousseau, avec l'actrice Annie Dupéré, et ensuite Tokyo, les Jeux Olympiques, comme sur un plateau toute la nuit. Voilà donc, on va regarder également le travail de la presse écrite qui se penche également sur le cas de la Covid, avec le feuilleton administratif de la quarantaine qui est toujours maintenu. Et du côté de Tahiti Info, on a une plus glamour exemplaire en parlant évidemment du choix de Miss Tahiti de sa dauphine aujourd'hui d'être vaccinée devant la presse au centre hospitalier du Taoné. Merci d'avoir été fidèle à la première. Rendez-vous demain soir 19h pour une nouvelle édition du journal en français. Bonne soirée avec nous. À demain. Merci. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.